Alors que des milliers de clandestins se massent à la frontière gréco-turque, les médias se muent en porte-voix des passeurs. Mettant en scène la misère des migrants, les journalistes veulent faire pleurer dans les chaumières, favorisant une immigration toujours plus massive. 14 États américains appelés aux urnes, le Super Tuesday devrait être déterminant dans le choix du champion démocrate qui affrontera Donald Trump à l'élection présidentielle. Tour d'horizon des différents profils en présence. Après un 4e décès sur le territoire français d'un malade du coronavirus, le gouvernement maintient le stade 2, un plan visant essentiellement à limiter les risques de propagation. Face à la progression des contaminations, les questions d'arbitrage entre les effets sanitaires et économiques commencent à se faire sentir. Madame, Monsieur, bonsoir. Les médias, meilleurs alliés des clandestins. Alors que des milliers de migrants continuent d'affluer vers la frontière grecque, des journalistes entrent dans la danse en relayant des clichés de détresse. Une mise en scène bien connue pour jouer sur la corde sensible. Thibaut Bastide. Les médias à la rescousse des clandestins. Depuis 3 jours, des milliers de migrants, originaires essentiellement de Syrie et d'Afghanistan, se massent à la frontière gréco-turque avec pour seul but de gagner le continent européen. Un exode massif orchestré par le président turc Recep Tayyip Erdogan. En ouvrant sa frontière vers l'Europe, le chef d'État cherche avant tout à faire pression sur l'Union européenne dans le but d'obtenir un appui occidental contre l'État syrien, mais cette manœuvre pourrait avoir des conséquences catastrophiques. D'autant que Recep Tayyip Erdogan met tout en œuvre pour guider les migrants vers l'Europe. Par voie maritime, des bateaux turcs accompagnent les embarcations chargées de clandestins vers les îles grecques. Par voie terrestre, des dizaines de bus partent chaque jour d'Istanbul pour rejoindre la frontière où des passeurs attendent les clandestins. D'ailleurs, ces derniers ne se cachent plus et multiplient les tentatives à des prix dérisoires. Buraya gelip Yunanistan'a geçme durumu oldu. Bu bir serbestlik oldu bizim Türkiye tarafından. Biz de burada bir şekilde daha önce bu adamları geçiriyorduk mesela adam başı $200, $300 tek kişi. Şimdi 100 liraya geçiriyoruz Türk parasına göre. Görev gibi görüyorum tabii. Ben parasında değilim. Bunlar buradan gitsinler. Türkiye'nin ekonomik durumu düzelsin. Benim için başka bir şey gerek yok. Ainsi, ce sont des milliers de clandestins qui s'entassent désormais aux portes de la Grèce. Et alors que la situation est explosive pour les autorités du pays qui tentent tant bien que mal de repousser les assauts parfois violents des migrants, les médias profitent de l'occasion pour se hisser en porte-voix de la cause humanitaire. Depuis 3 jours, une véritable course au cliché le plus alarmiste s'est engagée. En effet, les médias de gauche prônant une immigration massive relaient des photos ou des vidéos montrant la détresse des clandestins qui ont réussi à accoster sur les côtes grecques. Une mise en scène savamment orchestrée pour faire pleurer dans les chaumières et attendrir l'opinion européenne. Un processus bien rodé pour provoquer l'indignation comme ce fut le cas avec la photo d'un jeune enfant échoué sur une plage de Turquie en 2015. Une émotion naturelle et dont certains médias usent très largement. Et alors que quelques voix s'élèvent pour dénoncer cette manipulation médiatique, Check News de Libération, censé lutter contre les fausses informations, tente d'éteindre les critiques. Dans un article titré « Cette vidéo d'une migrante arrivée à Lesbos a-t-elle été mise en scène ?» Libération affirme que non, puisque plusieurs journalistes présents sur place affirment le contraire. En d'autres termes, il faut croire les journalistes qui ont pris ces clichés. Une ficelle un peu grosse. D'ailleurs, de leur côté, les clandestins ont bien compris que ce jeu médiatique était un très bon argument pour faciliter leur entrée en Europe. C'est ainsi que des clandestins à la frontière de la Grèce font pleurer leurs enfants avant de les montrer aux caméras des journalistes.
Une misère humaine affichée et des autorités grecques accusées de tirer sur les embarcations de clandestins. Une manœuvre qui a fait mouche puisque des élus de gauche en France se sont offusqués de la situation. En attendant, la Grèce est bien seule pour gérer cette situation explosive. 14 États américains appelés aux urnes le même jour. Le Super Tuesday, le Super Mardi démocrate, donne lieu à un duel entre Joe Biden et Bernie Sanders avec l'arrivée du milliardaire Michael Bloomberg. Une opposition de style qui devrait laisser un candidat sur le carreau, Olivier Frère-Jacques. Jour de vote dans pas moins de 14 États américains. Les électeurs démocrates sont appelés à se choisir un champion pour partir à l'assaut de la Maison-Blanche. Une élection qui fait la part belle aux vieilles personnes et qui ne devrait pas vraiment ébranler le président en place. Parmi les prétendants, on retrouve Michael Bloomberg, le pendant de Donald Trump, également milliardaire, mais contre les armes à feu et pour des politiques écologistes. Le pendant démocrate de Trump concernant la classe sociale, mais un charisme déplorable qui pourrait rapidement le renvoyer à ses dollars en dépit d'une campagne éclair extrêmement coûteuse. Depuis le début des primaires, dont il a snobé les 4 premières élections, il aurait dépensé pas moins d'un demi-milliard de dollars. Accusé par ses détracteurs d'avoir favorisé le contrôle aux faciès quand il était maire de New York, il a préféré s'excuser plutôt que de tenir bon. There is one aspect, an approach that I deeply regret, the abuse of a police practice called stop and frisk. I didn't understand then the unintended pain it was causing to young black and brown families and their kids. I should have acted sooner and faster to stop it. I didn't, and for that I apologize. Malhabile, le milliardaire de 78 ans peinera à compenser ses lacunes d'orateur et son manque d'expérience politique. Face à lui, Joe Biden, 77 ans, n'incarne pas franchement le renouveau non plus. Vice-président de Barack Obama, il est empêtré dans une affaire de corruption mêlant son fils à des compagnies ukrainiennes. Son principal angle d'attaque sera l'opposition frontale au président en place. The world sees Trump for what he is, insincere, ill-informed, and impulsive, and sometimes corrupt, dangerously incompetent and incapable, in my view, of world leadership and leadership at home. Favori au début de la primaire, il a connu des déconvenues face aux urnes. Vétéran de la politique américaine, celui-ci traîne ses guêtres dans les arcanes du pouvoir états-unien depuis un demi-siècle, une ancienneté qui lui a permis notamment de soutenir des sénateurs démocrates ségrégationnistes dans les années 70. Enfin, Bernie Sanders, le socialiste de la bande, 78 ans, bon communicant, il est cependant très probablement incompatible avec la culture américaine. C'est en tout cas l'avis de Gérald Olivier, journaliste spécialiste des États-Unis. Ce personnage, malgré tout, n'est pas à sa place dans cette élection, et je serais personnellement extrêmement surpris, pas forcément qu'il ait la nomination, mais qu'il entre un jour à la Maison-Blanche. Il ne faut jamais dire jamais, hein, depuis Trump, il ne faut jamais dire jamais. Mais il a un discours qui est tellement révolutionnaire, qui est tellement pas anti-américain, mais anti-culture américaine. Parce qu'on n'est pas forcément mauvais parce qu'on est devenu milliardaire. Et les gens qui sont milliardaires ne l'étaient pas forcément avant. Donc toute cette question de l'argent est automatiquement sale, qui lui est une sorte de logiciel qu'il a intégré, n'est pas du tout la façon dont les Américains voient les choses. Propulsé sur le devant de la scène lors de la dernière primaire à la faveur du rejet massif de la candidate Hillary Clinton, Bernie Sanders voit l'establishment démocrate lui mettre des bâtons dans les roues. Les deux candidats ayant annoncé leur abandon, Klobuchar comme Buttigieg, se sont en effet positionnés en faveur de Joe Biden. Autre candidate, Elizabeth Warren, 77 ans, qui n'a pas franchement brillé depuis le début des primaires. Elle entend coûte que coûte aller au bout, c'est-à-dire jusqu'à la convention, quitte à empêcher Sanders d'obtenir une majorité, Warren étant en froid avec lui. Et pour finir, Tulsi Gabbard, ancienne militaire dont personne ne parle, élue à la Chambre des représentants depuis 2013. Avec ses 38 ans, elle fait office de Benjamin de la primaire. Celle qui a participé 1 an à la campagne irakienne peinera cependant à mettre KO ses adversaires vieillissants et surtout à faire oublier qu'elle vient du camp d'en face puisqu'elle est issue des rangs conservateurs. Les résultats du Super Tuesday seront déterminants dans la primaire démocrate. Une seule chose est presque certaine pour l'instant, le candidat qui s'opposera au président Trump aura, comme lui, plus de 70 ans.
Et à présent, le point sur l'évolution du coronavirus. Le nombre de contaminations mondiales se rapproche de la barre symbolique des 100 000 personnes, alors que le nombre de morts a dépassé les 3 000 lundi. En France, les malades sont passés de 130 à 204, mais la France reste au stade 2 de l'épidémie. 56% d'augmentation en une journée. La France a vu son nombre de contaminations progresser de manière fulgurante en 24 heures, de 130 à 204 malades. Si le chiffre reste bien entendu assez faible au regard d'autres pays, l'intégralité du territoire est désormais concernée, à l'exception du centre Val-de-Loire. Les régions les plus touchées sont les Hauts-de-France avec 49 cas, l'Île-de-France et le Rhône-Alpes avec 37 chacune, la Bretagne avec 19 et le Grand Est avec 12. Il y a donc à ce jour au moins 5 régions avec plus de 10 patients testés positifs au coronavirus, seuil établi pour considérer qu'il s'agit d'un foyer dit cluster. Pour l'heure, le gouvernement français a maintenu le stade 2 de l'épidémie, visant à limiter les contagions. Le dernier décès, ce mardi après-midi, concerne un homme de 92 ans dans le Morbihan. Le troisième décès, enregistré lundi, était une dame âgée de 89 ans, originaire de l'Oise. Elle présentait d'autres pathologies que le coronavirus qui a par ailleurs été découvert post-mortem. Au fil de l'épidémie, il apparaît que les craintes initiales quant à une létalité sur une part large de la population s'amenuisent. En effet, les malades décédés montrent une moyenne d'âge relativement élevée. Le taux de létalité est toujours estimé aux alentours de 2,5%. Pour rappel, la grippe saisonnière est estimée quant à elle à 0,1%, soit 25 fois moins. Pour autant, le taux de mortalité du coronavirus est très bas chez les patients jeunes et augmente avec l'âge des malades, tout particulièrement après 60 ans. Ils ont aussi plus de chances de contracter la maladie sous sa forme sévère. Toutefois, il semble désormais clair que 80% des malades de ce coronavirus ont des manifestations bénignes de la maladie. Parmi eux, certains ne ressentent d'ailleurs aucun des symptômes décrits, à savoir la toux sèche pouvant aller jusqu'aux difficultés respiratoires et un état fiévreux. Le gouvernement français maintient donc le stade 2 de l'épidémie sur une échelle de 3, visant toujours à limiter la propagation du coronavirus. Une centaine d'écoles sont toujours fermées sur le territoire, principalement dans l'Oise et le Morbihan. Des enseignants de l'Oise ont également fait valoir leur droit de retrait quand leur établissement n'était pas fermé. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a de son côté affirmé à Jean-Jacques Bourdin ne pas avoir été contaminé malgré une petite toux persistante pendant son entretien. De même, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il était en bonne santé. D'aucuns pourront donc se réjouir. Ce matin, le ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a annoncé que les matchs de football de Ligue 1 et de rugby du Top 14 étaient maintenus et ouverts au public pour le moment. Une décision qui pousse les Français à s'interroger sur la cohérence et l'uniformisation des mesures mises en place. En effet, de nombreux marchés, salons, réunions publiques ou événements culturels ont quant à eux été tout bonnement annulés. Bonne nouvelle d'ailleurs, le rappeur Maître Gims a annoncé qu'il reportait sa tournée à l'été. Au rang de la capacité d'anticipation du gouvernement français, les fameux masques sont une belle démonstration. Le président de la République a décidé ce mardi de réquisitionner les stocks et les productions, le tout après avoir consenti à envoyer une partie il y a un mois en Chine. Pour l'heure, l'essentiel des stocks est distribué au personnel soignant, mais d'autres professions au contact du public pourraient en avoir besoin, sans quoi ils pourraient faire valoir leur droit de retrait. Par ailleurs, de très nombreuses pharmacies n'ont plus de stock. Des petits malins y ont d'ailleurs vu une aubaine et des annonces, notamment sur Le Bon Coin, proposent des masques FFP2 à des prix particulièrement élevés. Au fil des jours, l'arbitrage entre les mesures de restriction prises par le gouvernement pour limiter la propagation du virus et les conséquences économiques va devenir de plus en plus visible. En effet, l'OCDE a annoncé lundi la possibilité de voir l'économie mondiale chuter à un niveau encore plus bas que pendant la crise de 2008-2009. Les dirigeants du G7 planchent sur les possibilités de réduire l'impact économique de cette pandémie mondiale. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a annoncé renforcer son dispositif de soutien pour les entreprises pénalisées dans la crise sanitaire. En Europe, l'Italie est toujours en tête avec plus de 2000 malades, soit 10 fois plus qu'en France. Dans le reste du monde, la Corée du Sud a dépassé les 5000 cas. Le pays a vu son chiffre augmenter de plus de 500 malades en 24 heures. Le président Moon Jae-in a déclaré la guerre totale au coronavirus. Pas sûr que cela suffise dans l'immédiat. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Olivier Frère-Jacques. C'est reparti pour la rue. Alors que le gouvernement entend mettre fin au funeste dialogue parlementaire, les syndicats et les opposants à la réforme des retraites ont à nouveau battu le pavé ce mardi un peu partout en France. Une mobilisation encore légère qui s'explique par l'immédiateté de l'appel à la manifestation et peut-être aussi de la peur du Covid-19. Dans le même temps, Force ouvrière s'est retirée de la conférence de financement des retraites quand la CFDT s'est offusquée du recours
au 49.3. Par ailleurs, 2 députés LREM ont quitté le groupe parlementaire de la majorité sans quitter le parti pour autant. Il s'agit de Delphine Bagary, élue des Alpes de Haute-Provence, et de l'ex-PS Hubert Julien Laferrière. Cachez cette réclame que je ne saurais voir, une publicité écologiste de l'ONG Greenpeace a été refusée par la régie publicitaire de la RATP. Les transports parisiens. En cause, un message jugé trop sensible en pleine période électorale. Le visuel sur lequel figure un glacier qui s'effondre formant les mots blablabla pourrait en effet rappeler l'incurie gouvernementale en matière d'écologie et profiter à une poussée des candidatures dites écologistes. Un retrait d'affiche qui paraît cependant étonnant eu égard à la permissivité de la régie RATP en la matière, qui déverse quotidiennement des images via panneaux écrans ou affiches idéologiquement marquées et faites de promotion de tendances sexuelles et de brassage ethnique souvent, et de mauvais goût tout le temps. Ça se chamaille chez les starlettes du cinéma français. Après la ridicule cérémonie des Césars, durant laquelle indigénistes et féministes ont fait étalage de leur talent, les comédiens s'écharpent entre eux. Ainsi, l'acteur Lambert Wilson a affirmé que l'humoriste Florence Foresti et l'actrice Adèle Haenel, qui a quitté la cérémonie à l'annonce de la victoire de Polanski, sont minuscules. Il a par ailleurs dénoncé un abominable lynchage public et des comportements minables. D'autres, comme Fanny Ardant et Patrick Chenet, ont aussi dénoncé l'attitude de l'humoriste, ou encore celle du comédien Jean-Pierre Daroussin. Florence Foresti aurait pour sa part empoché plus de 100 000 € pour sa présentation de la cérémonie. Le petit monde des starlettes françaises semble plus que jamais séparé en deux donc, mais gageons qu'ils sauront rejouer l'union sacrée au second tour de la présidentielle de 2022. Bibi dit encore avoir gagné. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou parle même d'une grande victoire pour son pays. C'est la 3e fois en moins d'1 an que les électeurs étaient appelés aux urnes en Israël. À 70 ans, Bibi estime qu'il est temps de cesser d'aller voter et de former un gouvernement. Le Premier ministre de l'État hébreu, s'il parvient à former un gouvernement, évitera très certainement d'être condamné pour corruption, malversation et abus de confiance. Sa majorité sera cependant très courte puisqu'il lui manque 2 députés pour atteindre plus de la moitié des sièges de la Knesset, c'est-à-dire qu'il revient au même point qu'à l'issue des élections d'avril 2019. Son gouvernement, lui, devrait être composé de membres du Likoud, son parti, de la droite radicale et de juifs orthodoxes, une donne qui ne profitera pas à une hypothétique paix dans la région. Ainsi, le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine a tout bonnement affirmé que la colonisation, l'annexion et l'apartheid ont gagné. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Essayiste et romancier Benoît Dutertre vient de publier une chronique fantaisiste contre la gestion de Paris de la part d'Anne Hidalgo. Les Dents de la Mer, souffrance d'un piéton de Paris. Dans le discours de la municipalité et d'Anne Hidalgo, cette opposition qui était créée entre, il y aurait eu d'un côté les automobilistes et une espèce de lobby pro-pollution, et puis de l'autre côté les Parisiens qui souffrent et qu'on protège. Or moi, qui ne conduis pas, qui n'ai jamais d'ailleurs eu de voiture, etc., qui ne fait pas partie de ces méchants automobilistes, qui suis simplement un Parisien piéton, quasiment un bobo parfait par certains aspects de mon mode de vie, eh bien moi aussi je souffre de cette politique municipale. Ce soir, découvrez également un nouveau numéro de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Lann nous parle de la bataille de Yorktown en 1781. On nous le répète souvent, jusqu'à la nausée, les Américains nous ont libérés en 44, voire même, pour les plus optimistes, en 17. Mais bon, là par contre, c'est sûrement un cancer de l'intelligence en phase terminale, je vois pas d'autre explication. Au-delà du fait que ces affirmations restent fortement à nuancer, surtout pour la seconde, 1917, franchement, nos amis d'outre-Atlantique oublient trop souvent qu'ils doivent leur propre indépendance à la France. Et oui, lors de la bataille de Yorktown en 1781, sans l'aide du corps expéditionnaire de Rochambeau et l'intervention décisive de la Marine royale, rien n'aurait été possible et les États-Unis auraient eu une histoire bien différente. Allez, c'est parti pour remettre les pendules américaines à l'heure française. Également au programme passé-présent, Philippe Conrad revient sur la dernière épidémie survenue en France, la peste à Marseille en 1720. Tout de suite, retrouvez Mes Libertés Politiques avec François Billot de Lochner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir.
La campagne des primaires américaines bat son plein dans la perspective des présidentielles de la fin de l'année. Nos Cassandres professionnels, nos journalistes de gauche, qu'ils s'illustrent dans les médias de gauche ou dans ceux faussement dits de droite, tous confits d'anti-trumpisme, essaient désespérément de scruter le ciel pour trouver des signes annonciateurs de la défaite de l'actuel président en titre. Il se donne beaucoup de mal, mais en vain pour l'instant, car le Donald a de sérieuses chances de l'emporter en décembre. Voyons plutôt. Aux États-Unis, les salaires montent et le chômage baisse. Quelle drôle d'idée! Comment un président que l'on nous présente volontiers comme un abruti fini, un homme vulgaire et mal dégrossi, macho, xénophobe et raciste, bref, tous les mots possibles et imaginables, peut-il parvenir à des résultats pareils? C'est presque de la sorcellerie. Cela défie l'entendement. Il doit s'être mis en ménage avec la Chiappa, notre sorcière bien-aimée. Et pourtant, il faut bien se rendre à l'évidence, la croissance est là, et bien là, même si elle diminue et ne devrait être que d'un petit 2% en 2020. Et cette croissance permet un quasi plein emploi. Il n'y a que 4% de chômeurs outre-Atlantique. Conséquence importante de cette situation, les salaires suivent le mouvement et augmentent mécaniquement. Voyons. Il doit bien y avoir un os quelque part, cherchons bien. Peut-être que les inégalités explosent, ce serait assez logique, vu le caractère odieux de ce président ultra riche, incapable de penser social comme en France. Eh bien non, même pas. Les plus pauvres aussi sont tirés vers le haut. Bon, soyons honnêtes, il y a tout de même une ombre au tableau. Les déficits publics et privés américains atteignent effectivement des sommets et ce n'est pas très rassurant. Cela dit, la croissance correcte et le quasi-plein emploi des États-Unis, accompagnés, il est vrai, de déficits importants, présentent une situation infiniment meilleure que la situation française, affichant une faible croissance, un taux de chômage très élevé et des déficits tout aussi importants qu'aux États-Unis. Finalement, quel est le secret de la réussite de Trump ? Eh bien, cela est très simple. On se rappelle son slogan choc « Make America Great Again », faire de l'Amérique quelque chose de grandiose, de magnifique, se concentrer sur l'Amérique. Eh bien, cela signifie penser d'abord et toujours en priorité aux intérêts américains, n'en déplaise à Sainte Stupido Greta, à Bruno Le Maire et à Xi Jinping. Et le pire, c'est que ça marche. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.